Bonjour et bienvenue dans les conversations de Bordeaux INP. Pour cet épisode autour du thème l'intelligence artificielle à l'ère du développement durable, nous avons réuni plusieurs acteurs des établissements de Bordeaux INP afin d'échanger à la fois sur l'application de l'IA au développement durable, son impact environnemental et ce qui peut caractériser une intelligence artificielle durable. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des conversations de Bordeaux INP. Aujourd'hui, je suis accompagnée de plusieurs intervenants pour une table ronde autour du thème l'intelligence artificielle appliquée à l'ère du développement durable. Je vous propose que l'on commence par les présentations. Donc, qui êtes-vous et quel est votre parcours ? Je m'appelle Joris Hansen, je suis enseignant-chercheur à Bordeaux INP. Je fais mes enseignements à l'ENSTBB, qui est l'École nationale supérieure de technologie des biomolécules de Bordeaux. Et la partie recherche, je la fais au CBMN, donc le laboratoire de chimie et biologie des membranes et nano-objets. Et donc je m'intéresse à l'IA pour tout ce qui traite à la santé, à la biologie de manière générale. Mohamed Mosba, je suis professeur à Bordeaux INP, je fais mes enseignements à l'INSERM Technica et je suis chercheur au l'abri. Donc je suis en informatique, je suis vice-président numérique du Bordeaux INP et je porte une chaire sur les transports intelligents et la mobilité. Et donc je m'intéresse à l'intelligence artificielle dans le cadre de nouvelles mobilités et notamment la mobilité basée sur les autonomes et connectés. Bonjour, Baptiste Pesquet, je suis ingénieur, enseignant en informatique et intelligence artificielle à l'École nationale supérieure de cognitique de Bordeaux INP. Et je m'intéresse à l'IA essentiellement sous un axe pédagogique, donc dans le cadre de mes activités d'enseignement. Bonjour, Benoît Leblanc, je suis professeur d'intelligence artificielle à l'École nationale supérieure de cognitique donc de Bordeaux INP. Et je travaille sur la partie symbolique de l'IA, c'est-à-dire la manière dont on peut prendre la connaissance d'un humain et la transporter pour la mettre dans une machine et travailler sur des systèmes logiques avec. Ce sont des travaux que je réalise avec plusieurs partenaires et ça m'a amené à être d'ailleurs président de l'AFIA, l'Association française d'intelligence artificielle, qui est un regroupement, une société savante qui regroupe 350 chercheurs en IA au niveau national. Merci. Aujourd'hui, nous sommes donc réunis pour aborder le thème de l'IA à l'ère du développement durable. Dans un premier temps, je vous propose de vous lire une citation de Madame Brundtland, qui est l'ancienne première ministre de Norvège. Cette citation date de 1987 et elle définit le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. En 1992, le sommet de la Terre à Rio officialise la notion de développement durable et celle de ses trois piliers qui sont économie, écologie et sociale. C'est donc un développement économique efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Voilà, c'était pour replacer un petit peu ce que l'on entendait par développement durable. Et je voulais donc vous demander, en première question, selon vous, en quoi ou comment l'intelligence artificielle peut s'appliquer à cette définition du développement durable ? Je dirais en début, en introduction, pour lancer le sujet, on va dire, en fait, l'intelligence artificielle, comme toute activité, doit être pensée de façon raisonnée. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quelle que soit l'action qu'un humain entreprend, si on veut parler développement durable, il faut comprendre ce qu'on fait, comprendre ce qui se passe et envisager les conséquences. Et donc au niveau de l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'il faut bien sûr travailler sur ces nouvelles technologies, sur cette manière de mettre en place des nouveaux systèmes de calcul, on va dire, mais il faut bien comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire comprendre ce que sont que les données qu'on manipule, comprendre d'où elles viennent, ce qu'on en fait, pourquoi on les garde, et puis envisager les conséquences, c'est-à-dire qu'effectivement, stocker des choses, stocker des données de façon pérenne, ça veut dire avoir des serveurs, avoir tout un dispositif technique en fait, qui est en route 24/24. Et donc les choix qu'on peut mettre en place dans l'intelligence artificielle sont forcément des choix qui ont des conséquences. Et ces conséquences-là ont un coût, on va dire, énergétique ou un coût à avoir. Donc comme toute activité humaine, il faut bien être capable de saisir ce qu'on fait et puis d'envisager tout ce qui va se passer derrière, quoi. Je vais me permettre. C'est une définition qui est assez réaliste, je trouve. En fait, moi, je vois vraiment l'IA comme un outil et effectivement, comme tout outil, ça dépend de ce qu'on veut en faire et de ce qu'on prévoit d'en faire. Il y a encore
des zones d'ombre sur les effets que ça peut avoir, mais effectivement, ça ne tient qu'à nous d'en avoir une utilisation modérée, raisonnable et raisonnée. Est-ce que du coup on peut parler d'une dimension éthique aussi de l'intelligence artificielle et de la responsabilité de peut-être des ingénieurs ou des chercheurs ? Oui, je pense que les ingénieurs doivent être conscients de ce que peut induire l'intelligence artificielle sur les aspects développement durable, coût de calcul, peut-être effet sur l'environnement. Je pense que ce sont a priori des sujets qui sont progressivement introduits dans les formations. D'ailleurs, ça concerne l'ensemble des formations numériques et l'intelligence artificielle en particulier. C'est une thématique qui peut être consommatrice de ressources. Et donc, il faut absolument que les ingénieurs soient conscients de tout cet impact en ce qui concerne des liens qu'il y a entre intelligence artificielle et développement durable. Je pense qu'il y a effectivement une question éthique qui est importante à prendre en compte dans les formations, y compris scientifiques. C'est quelque chose qui est abordé dans les formations ? Oui, alors on a commencé par plutôt des enseignements de type séminaire. On fait appel à des spécialistes qui généralement viennent de l'extérieur, du moins à l'insertion appliquée à l'extérieur de Bordeaux INP, et qui font des interventions pour sensibiliser les étudiants à ces questions d'éthique, de responsabilité, de développement durable. Alors c'est pas un enseignement pour l'instant qui est complètement formaté, mais c'est introduit sous forme de séminaire et à terme on souhaite effectivement l'instaurer dans les formations. Je pose la question parce que nous à l'ENSTBB, c'est pas quelque chose que je présente et qui est présenté de manière générale, mais je pense que c'est lié à la population étudiante. Parce que vu que c'est des étudiants de biologie, ils ont déjà un peu ce point de vue de gestion des ressources sur du matériel, des matières premières, qui est un peu plus peut-être ancré dans leur processus de réflexion métier. En fait, l'IA a une caractéristique, c'est que comme beaucoup de technologies, c'est vu comme quelque chose d'inéluctable, donc on ne peut pas empêcher l'IA de se faire. Ça contribue au bien-être parce que la technologie a toujours été vue comme un progrès, et c'est une solution à tout. Donc le problème, c'est que souvent les informaticiens ou les enseignants en IA, comme moi d'ailleurs, ont tendance à se focaliser un peu sur la technique elle-même, en oubliant justement ces conséquences de la technique. Et donc commencer. Alors c'est vrai que dans des matières, des disciplines scientifiques qui utilisent l'IA ou qui vont avoir une approche de l'IA complémentaire par rapport à la discipline elle-même, comme tu disais en biologie par exemple, en biotechnologie, il est vrai qu'on est sur des cultures scientifiques qui vont venir tirer de l'IA quelque chose. Alors que quand on est pour des disciplines de type informatique, on est sur une construction de l'IA. Et donc cette construction de l'IA, le problème c'est qu'elle n'est jamais critiquée. Et d'ailleurs ceux qui critiquent ou qui ont envie de dire finalement qu'est-ce qu'on est en train de faire, est-ce que l'IA c'est bien ou c'est pas bien, enfin poser un regard, on parlait d'éthique ou de pureté, enfin je sais pas ce qu'on pourrait dire sur l'IA. Dès que quelqu'un va critiquer une technologie, en fait, il est considéré comme passéiste. Et donc c'est très difficile d'arriver à avoir un regard qui soit un regard critique constructif, donc un regard en disant mais juste qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Ce regard-là, il faut être capable de le mener sans avoir vraiment une position qui soit technophile ou technophobe. Et ça c'est compliqué effectivement. Comment Bordeaux INP et ses écoles participent à la formation des ingénieurs concernés par ces problématiques et justement peut-être dans le secteur des transports intelligents, celui de la santé ou celui du numérique, comme ce sont des spécialités qui sont enseignées dans les écoles de Bordeaux INP. Je pense qu'il y a un continuum sur ces questions-là entre recherche, transfert, formation. On sait que la mobilité, c'est une vraie question, c'est un défi. Et puis ce qu'on appelle les nouvelles mobilités ou la mobilité d'avenir doit s'adapter à un contexte social qui peut être impacté. On a vu avec la crise sanitaire, la mobilité a totalement changé. Et donc on est face à un défi où il y a un besoin d'agilité, d'adaptation des moyens de communication à toutes les situations de la société. Et donc on travaille dans le cadre de cette chaire à essayer de préparer, en tout cas étudier en quoi
la mobilité, ce qu'on appelle la mobilité intelligente, en fait, c'est mettre un peu plus de numérique dans les transports. En quoi cette mobilité intelligente et connectée peut améliorer le service de la mobilité et comment passer d'une logique de transport, ce qu'on a jusqu'à maintenant, à une logique plutôt de service de mobilité. Donc ça, c'est en s'appuyant principalement sur le numérique et l'intelligence artificielle. Donc sur cette question, on développe alors un socle technologique évidemment sur les communications, l'interconnexion, l'exploitation de données, les calculs et évidemment l'intelligence artificielle a une place importante. D'ailleurs dans le rapport Villani, souvent la voiture autonome est prise comme un bon cas d'usage de l'intelligence artificielle. Sur cette question, on essaye à la fois de préparer des nouvelles solutions, mais tout en pensant à du transfert à la fois vers les entreprises, mais aussi vers la formation. Concrètement, on apprend à nos étudiants, ou en tout cas on prépare nos étudiants à cette nouvelle ère de ce qu'on appelle mobilité connectée. Et en même temps, on essaye d'étudier quel est l'impact ou quelles sont les solutions de mobilité basées sur le numérique. Et je pense qu'à Bordeaux INP, on porte un gros projet transversal auquel on agrège évidemment des questions qui ne sont pas uniquement techniques, mais aussi des questions sociétales. Si on passe à une mobilité aérienne, par exemple, est-ce qu'il y a une acceptabilité sociale? Quel est son impact? Qui va l'utiliser? Quel est son coût? Quels sont les modèles économiques? Et donc toutes ces questions-là, on les aborde surtout les moyens de transport, y compris d'ailleurs les transports ferroviaires dans le cadre du projet Ferrocampus régional. Donc sur l'ensemble des moyens de mobilité, on explore un petit peu leur impact et comment la connectivité, le numérique, l'intelligence artificielle permettent à la fois d'optimiser l'utilisation de ces moyens de transport, tout en regardant évidemment les aspects techniques et les aspects technologiques. Alors, en ce qui concerne la formation au sein de Bordeaux INP, la formation des futurs ingénieurs autour de l'expertise technique sur l'IA, donc la formation de futurs spécialistes qui soient capables de comprendre, de fabriquer, d'affiner des modèles d'IA. Il y a eu récemment une initiative avec la création d'une spécialisation de 3e année qui est commune entre l'ENSER Mathmeca et l'ENSC. Donc dans le cadre de cette spécialisation, on a des étudiants qui viennent des deux écoles et qui sont formés aux divers versants, divers volets, disons, de l'IA. Donc tout ce qui va être apprentissage automatique, machine learning, deep learning, mais aussi les outils de l'IA dite symbolique, représentation, traitement de la connaissance, et tout ce qui va être aussi algorithme d'optimisation, de recherche, etc. L'IA, le versant un petit peu plus algorithmique de l'IA. Dans le cadre de cette formation, on a essayé de s'aligner au maximum avec le rapport Villani que Mohamed citait il y a quelques minutes. Il faut savoir que la France a récemment mis en œuvre tout un tas de forces, disons, pour essayer de se positionner sur le secteur de l'intelligence artificielle. Donc il y a eu tout un ensemble de réflexions, recherches, etc., mises en commun, qui ont abouti à la création de diverses initiatives, notamment le rapport de Cédric Villani en 2018. Et la formation ENSER Mathmeca ENSC essaye de s'aligner au maximum sur les recommandations qui sont issues de ces initiatives nationales, et en particulier aussi d'explorer la dimension pas seulement technique de l'IA, mais de prendre un peu de recul et d'avoir aussi de donner aux étudiants des axes de réflexion sur les usages, les impacts, les divers impacts au niveau social, au niveau sociétal, que peut avoir l'intelligence artificielle pour former non pas forcément uniquement des purs spécialistes uniquement techniques, mais des ingénieurs qui soient capables
de manipuler, de comprendre, d'utiliser ces outils de manière raisonnée, raisonnable et au service le plus possible du bien commun. Oui, en fait, chaque école de Bordeaux INP a sa façon de former les ingénieurs, on va dire. On est tous sur des domaines qui allient la technologie et puis l'ingénierie. Après, la façon dont en fait les ingénieurs vont développer leur carrière un petit peu dans les entreprises, dans les industries, va dépendre de leur manière de se ressentir un petit peu dans ce rôle social. Alors, chaque école a sa façon de présenter ou d'immerger un peu les jeunes dans les préparer à cette immersion sociale. À l'ENSC, on a tendance à les pousser un peu pour augmenter leur esprit critique, essayer de voir un peu quelle est leur manière de les secouer un petit peu, si vous voulez, sur le rôle à la fois l'ingénieur dans la société, comment ça va mettre en place, comment leur travail va impacter à la fois leur vie à eux et la vie des autres qu'il va y avoir derrière. On leur fait passer un grand oral, par exemple, avec une question qui les met en avant devant soit des contradictions, soit des éléments à résoudre. Et ce sont ces problèmes sociétaux, bien sûr, qui sont le nœud du problème, c'est à voir un peu comment ils vont exercer leur métier d'ingénieur dans l'avenir. Et c'est vrai que ces questions dont on est en train de parler, du développement durable lié à la technologie, ou bien la manière dont l'impact que va avoir, l'impact éthique ou l'impact sociétal que va avoir le travail d'un ingénieur, ce sont des choses qu'il faut que les ingénieurs discutent dans leur formation, avec leurs pairs, avec leurs enseignants, pour pouvoir se préparer justement dans le monde où ils vont travailler ensuite derrière, aux conséquences qu'auront leur travail. Donc c'est au-delà du développement durable, je dis que c'est plutôt un esprit critique qu'il faut essayer de développer chez les ingénieurs pour qu'ils puissent justement aborder tous les problèmes, dont celui du développement durable. Je pense qu'on bénéficie un peu de la diversité des écoles de Bordeaux INP et en même temps de leur complémentarité. Donc sur l'option intelligence artificielle qui est commune entre l'INSERM Matmika et l'ENSC que Baptiste vient tout à l'heure de citer, effectivement, disons que l'avantage, en tout cas de la spécificité de Bordeaux INP sur cette question, c'est qu'on aborde cette question, le problème d'intelligence artificielle qui est complexe et qui fait appel à plusieurs compétences, en s'appuyant sur deux écoles qui sont visibles et qui ont des expertises dans deux domaines de l'intelligence artificielle, avec une complémentarité qui est pertinente pour la formation d'ingénieurs. Donc il y a à la fois la partie cognitive, qui est effectivement essentielle, et la partie technique. Donc on forme des ingénieurs qui ont cette double compétence, et c'est vraiment une particularité de la formation de Bordeaux INP qui fait qu'on forme des ingénieurs qui n'ont pas uniquement une vision technique, purement technique, ou une vision purement cognitive, mais qui ont cette double compétence, qui font d'eux des ingénieurs qui sont capables de porter des projets importants, ambitieux. Parce que l'intelligence artificielle, effectivement, on le verra probablement tout à l'heure, fait appel à plusieurs compétences. Et d'ailleurs, à Bordeaux UNP, on a aussi des projets de faire la même chose avec d'autres écoles, parce que ce sont des questions qui sont transversales et que Bordeaux UNP, de par les expertises et les spécialités qu'il y a de ces écoles, peut les aborder de manière assez originale. On a la chance aussi à Bordeaux quand même d'avoir un vivier comme tu disais, d'expertise et de domaines d'application qui est hyper varié, entre le transport, entre la biologie, entre la cognitique. Enfin, on est quand même dans un territoire qui permet justement d'avoir cette multiplicité des applications qui est assez large, et je ne pense pas que ce soit le cas dans tous les départements de France. C'est quelque chose dont les étudiants bénéficient et qui est vraiment intéressant pour eux, quoi. Alors c'est tout à fait vrai, parce que là on parle de formation, il faut savoir que Bordeaux INP est impliqué dans les clusters régionaux, notamment au Digital Aquitaine. Il y a la création d'un cluster qui est IA Data Science, dans lequel qui regroupe un peu les acteurs socio-économiques de l'intelligence artificielle et des traitements de données, dans lequel Bordeaux UNP est un acteur majeur. Donc effectivement, on est impliqué dans les réseaux régionaux qui sont très proches de l'établissement et qui permettent effectivement à nos étudiants de bénéficier de stages, d'offres d'emploi et d'interaction avec le monde socio-économique de manière assez fluide.
Ce qui caractérise peut-être les écoles d'ingénieurs dans le monde de l'enseignement supérieur, c'est cette capacité en fait à interagir très très vite entre les questions de formation ou les solutions de formation, on va dire, les besoins des entreprises en termes de recherche, de transfert technologique et l'activité donc des personnels sur la construction de connaissances. Et donc les écoles d'ingénieurs sont peut-être un creuset où justement on peut avoir cette capacité à la fois donc, à former des ingénieurs sur des problèmes et des résolutions. On parle là de développement durable, évidemment. L'énergie est un problème énorme sur le développement durable. Donc la gestion des réseaux, par exemple, comment faire une meilleure adéquation entre les producteurs et consommateurs d'énergie, où mettre les répartiteurs, les stockeurs, etc. En fait, tous ces problèmes-là sont des problèmes d'ordre technologique, d'ingénierie. Mais ce qui est important, c'est d'avoir aussi les besoins donc, des entreprises en termes de solutions par rapport à ça, mais les questions que se posent aussi les entreprises là-dessus. Par exemple, sur le développement durable, on peut se poser une critique de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Donc, par exemple, quels sont les déchets de l'intelligence artificielle, quels sont les transports de données, les éléments. Et donc, tous ces éléments-là sont un espèce de regard qu'on peut porter sur la discipline, à la fois pour mieux comprendre ce qu'on fait et à la fois pour pratiquer aussi des choses. Donc, en fait, on réalise des choses, pour les ingénieurs réalisent des choses, mais ont un regard critique sur les choses qu'ils réalisent, quoi. Pour ajouter un petit complément, donc l'offre de formation de Bordeaux UNP répond effectivement à des besoins économiques actuels et futurs, mais elle s'efforce aussi de répondre à une demande, à une curiosité, à une volonté de nos étudiants et des futurs ingénieurs. Il faut savoir que maintenant, quand on fait des entretiens pour recruter nos étudiants dans les diverses écoles, l'IA est souvent mentionnée. Et il y a une forte curiosité, intérêt de la population étudiante et des jeunes autour de l'intelligence artificielle. Hein. Ils en entendent évidemment énormément parler. Et donc, il y a un gros intérêt pour eux de savoir ce qui se cache un petit peu derrière, d'arriver à comprendre, d'arriver à mieux savoir ce que c'est. Et c'est aussi une force, un peu un avantage un petit peu stratégique pour les écoles de Bordeaux UNP que d'avoir cette offre de formation diversifiée et en augmentation autour de l'intelligence artificielle. De toute façon, l'intelligence artificielle, comme toute technologie qui émerge à un moment donné, alors ça émerge pas maintenant, hein, l'intelligence artificielle a quand même plusieurs décennies d'activité derrière, d'ailleurs, et quasiment concomitante avec l'apparition de l'informatique. Donc les chercheurs en informatique et en IA travaillent depuis plus de 50 ans, 70 ans maintenant sur ces sujets-là. Mais on peut remarquer que la technologie en fait émerge vraiment maintenant avec des capacités de calcul particulières, avec des algorithmes qui sont peut-être anciens mais qui trouvent des solutions particulières. Et donc ça fait moins d'une dizaine d'années que tous les pays se posent des questions sur comment, au niveau économie, au niveau recherche, l'intelligence artificielle va venir se positionner dans la société. Et donc, ça arrive en même temps, finalement, que d'autres problèmes, qui sont les problèmes d'ordre climatique. On se rend compte que les modifications climatiques qu'on est en train de voir au quotidien en ce moment vont devoir vraiment avoir des solutions portées par l'humanité, et ces solutions vont vraisemblablement faire appel à la technologie. Donc, on ne sait pas comment l'IA va venir aider, porter sa pierre sur l'adéquation au changement climatique ou la capacité à infléchir ce changement climatique, mais en tout cas, c'est un problème qui est posé. De la même façon, il y a une pandémie mondiale actuellement. On peut pas faire autrement que de reconnaître que c'est la première fois de notre vivant à nous que le monde entier est soumis à une même pandémie qu'il faut résoudre. Et donc là aussi, l'IA est une technologie qui permet de résoudre. Donc évidemment, l'IA contribue au bien-être, mais ce n'est pas une solution à tout, mais c'est une solution qu'on peut retrouver dans toutes les questions, en tout cas. Donc, après cette parenthèse sur l'implication de Bordeaux ANP sur toutes ces problématiques-là, et vous avez parlé notamment de l'intérêt des étudiants assez prononcé pour ces questions-là, j'aimerais qu'on revienne sur le sujet de l'intelligence artificielle à l'ère du développement durable, et j'aimerais voir ensemble avec vous si on peut répondre à la question est-ce que l'intelligence artificielle a-t-elle réellement un impact environnemental ? Je crois que vous avez commencé à répondre à cette question déjà un petit peu. On parle par exemple de pollution numérique. Donc, quelle est la réalité de cette pollution numérique ? Quelle est est-ce qu'il est possible de calculer son coût environnemental et si oui, comment ? Alors, je pense qu'il faut faire attention au niveau des termes. C'est-à-dire que les informaticiens, et j'en fais partie, ont cette capacité à prendre des termes du langage courant et les adapter à leurs problèmes à eux.
Par exemple, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus artificiel qu'intelligent. C'est-à-dire qu'il s'agit de programmes, il s'agit de résolution informatique de choses, et ça n'est absolument pas intelligent. C'est-à-dire que l'intelligence qui est derrière, c'est celle du programmeur qui fait le programme. Donc en fait, il y a un détournement du terme intelligence artificielle qui est fait par les informaticiens. Pour la pollution, c'est pareil. La pollution, on parle de pollution numérique, en s'accaparant un terme qui est celui de pollution, qui est une réalité climatique ou environnementale, à quelque chose qui est on fait une espèce d'analogie dans un monde virtuel. Et je pense que c'est un peu dangereux, toujours pareil, de prendre ces termes-là et d'essayer d'y coller des choses sans forcément regarder un peu la profondeur. Alors, je parlais tout à l'heure, c'est vrai que en intelligence artificielle, il y a une production de déchets, par exemple. Le fait même que l'IA ait besoin de données fait qu'on va produire beaucoup de données. Et on risque d'emmagasiner les données sans chercher à savoir à quoi elles vont être utilisées tout de suite, en pensant que ça pourrait être fait plus tard. Et donc, les conséquences de ça sont pas forcément une pollution numérique en termes de quantité de données qu'on va avoir sur des disques durs, qui vont avoir des terres rares, qui vont être utilisées et stockées de façon, on ne sait pas trop pourquoi, mais de façon inflationniste en tout cas. C'est vrai que c'est une partie des choses, mais je pense que cette pollution numérique dont vous commenciez à parler, à introduire le terme, elle est beaucoup plus prégnante, à mon avis, sur l'impact dans la vie privée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une pollution numérique dans le sens où les données que je fournis à titre personnel sur ces réseaux et sur ces éléments-là sont des choses qui peuvent venir contre moi, qui peuvent se retourner contre moi. Et donc, ce n'est pas exactement le même terme pollution que celui qu'on a dans l'environnement, mais c'est une pollution quand même. Des études ont montré que on a beau anonymiser les bases de données, il suffit de 4-5 informations, comme par exemple la profession, la localisation géographique et l'âge de la personne, pour être capable de retrouver l'individu. Et donc, avec des bases de données qui paraissent anodines, finalement, on arrive à retracer l'individu directement. Donc, sans parler, bien sûr, des capacités qu'on peut avoir à aller directement sur l'information de l'individu, parce qu'on va aller soit pirater, soit identifier sa page de réseau social, etc. Donc, je crois que si on parle de pollution numérique, c'est vrai qu'il y a une pollution en termes comme celle qui est climatique, comme celle qui est environnementale, mais il y a toute une pollution qui existe aussi, qui est une pollution dans ma vie privée, de données que j'ai et que je mets en place. Donc je me méfie beaucoup de ces termes-là, qui, accaparés par des informaticiens, prennent un sens qui en fait n'est pas forcément compris par tout le monde, parce qu'il a un sens qui est multiforme et on peut le prendre de plusieurs façons, quoi. Sur des aspects beaucoup plus pratiques, et c'est vrai que, comme tu dis, il y a cette nuance-là à apporter, mais sur des aspects beaucoup plus pratiques, oui, on peut totalement calculer quel est le coût, l'impact environnemental d'une IA, parce que, comme on disait, une IA, c'est des calculs, et des calculs, c'est un ordinateur et de l'énergie pour faire tourner ces ordinateurs. Un ordinateur, c'est de la matière première, donc c'est quelque chose qui a déjà été fait il y a quelques années, où on cherche, en fait, on a montré quel était le coût de mettre en place une IA, de mettre en place toute l'infrastructure, depuis la récupération de la matière première, le transport pour la mise en place des ordinateurs, des serveurs, l'énergie nécessaire à l'entraînement, à la préparation de ces modèles, et jusqu'à la création de l'objet connecté, ça peut être un assistant intelligent, ce genre de choses, jusqu'à sa destruction. Donc c'est quelque chose qui se fait relativement bien. Le principal problème étant de garder cette vision sur quel a été, par exemple, le temps nécessaire à la mise en place d'un modèle d'IA pour estimer correctement le coût et son impact, mais c'est quelque chose qui se fait relativement bien, oui. On regarde de façon globale les choses quand tu dis ça. Si on regarde, je parlais tout à l'heure des déchets produits par l'IA, si on essaye d'assimiler quels sont les emballages des données, quels sont les surplus de données qu'on a, à ce moment-là, on vient sur non plus une approche qui est purement quantitative de ce que c'est que l'IA en gros, mais on essaye d'avoir une approche un peu plus qualitative. Le plastique n'est pas... le plastique est un progrès dans le monde, sauf que le problème, c'est que ce surplus qu'on peut avoir et tous ces emballages qu'on a nous produisent de la pollution. Et je pense qu'au niveau des données, il y a un peu la même approche à avoir. C'est-à-dire qu'il y a, certes, il y a un coût énergétique à calculer, mais il y a aussi le juste coût, le juste besoin qui devrait être calculé pour savoir le surplus, c'est de la pollution, en fait. C'est peut-être le coût de calcul que le traitement de ces données nécessite. C'est un coût qui peut être exorbitant et qui peut être consommateur de ressources énergétiques. Alors ça, je pense que ça c'est peut-être à ne pas mélanger avec ce qu'on appelle IA, et qui au contraire peut
peut réduire ce coût-là si on cherche le besoin exact en termes de calcul et éviter de faire des calculs qui sont inutiles. Je pense que l'IA permet d'aider à réduire le coût de ces gros calculs en essayant d'être le plus proche des besoins d'utilisateurs. Au contraire, je pense que c'est même un outil qui permet d'éviter de faire des calculs inutiles. D'ailleurs, il y a des nouvelles pistes de recherche sur ce qu'on appelle le computeless. C'est le fait d'éviter de faire des calculs inutiles, de faire uniquement des calculs qui permettent de répondre à des questions, mais les minimiser le plus possible. Et je pense que ça, l'IA peut être un outil qui permet effectivement de réduire ça et d'éviter à chaque fois, en gros, de reprendre l'ensemble des calculs depuis le début de manière inutile. Ça, c'est important. Et l'autre élément, c'est peut-être aussi... alors, c'est vrai que le cloud, souvent, c'est associé aussi à l'IA, parce que le fait d'avoir des données qui sont stockées quelque part, on s'appuie sur ce qu'on appelle les clouds pour les traiter. Le fait alors, on en parlera sans doute un peu plus tard, mais le fait d'avoir une chaîne qui permet de réduire et d'optimiser les calculs est aussi un élément qui est utile en termes de développement durable. Donc le fait d'éviter par exemple à chaque fois d'aller interroger les clouds à distance, de lancer des requêtes et de revenir, alors je parle d'un point de vue technique, des choses que je connais, peut être remplacé par peut-être un stockage intelligent de données à proximité, ce qu'on appelle le edge, c'est faire en sorte que les données soient les plus proches des devices et des utilisateurs pour éviter d'aller faire des requêtes qui peuvent être coûteuses en termes de temps de calcul, donc d'énergie, donc de ressources environnementales. Et donc il y a effectivement un ensemble d'éléments qui permettent de réduire cet impact de ce qu'on appelle pollution numérique entre guillemets, en essayant de mettre l'ensemble du process côte à côte depuis la partie conception de l'application jusqu'à son déploiement. Pour ajouter peut-être quelques détails et quelques chiffres et donner un ordre d'idée quand on parle un petit peu d'impact écologique, de l'IA, pollution numérique, etc. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on désigne le plus généralement comme étant l'IA, à l'heure actuelle, disons que ce qui a été à la base des progrès, des avancées récentes, ça consiste à entraîner ce qu'on appelle donc des modèles sur des grandes quantités de données. Donc il y a une problématique de calcul, il y a une problématique de stockage de données, et il y a une problématique de temps d'entraînement qui s'interconnecte un petit peu. Et pour arriver à estimer le coût écologique de l'entraînement, disons de la fabrication, pas seulement l'entraînement de ces modèles, c'est pas si simple que ça. Donc encore une fois, pour donner un ordre d'idée un petit peu, en parlant de modèles qui ont fait l'actualité ces dernières années, un outil, une solution qui s'appelle AlphaZero, qui a été créé par la société DeepMind et qui est un programme qui a appris tout seul à jouer aux échecs, à une variante japonaise des échecs qui s'appelle le shogi, et au jeu de Go. L'entraînement de AlphaZero, c'est presque 5 millions de parties qu'il a jouées contre lui-même. Et donc il existe en fait deux versions d'AlphaZero, une version qui a été entraînée pendant 3 jours, une version qui a été entraînée pendant 40 jours. C'est pas si simple que ça d'arriver à des chiffres, à des totaux, etc. Parce que souvent, les laboratoires de recherche les publient pas forcément. Ça fait partie d'ailleurs des axes peut-être de progrès qu'on pourrait identifier tout à l'heure. Donc on n'a que des estimations faites par des organisations externes. On estime que l'entraînement de la version 3 jours d'AlphaZero, c'est à peu près 3 millions de dollars.
Et l'entraînement de la version 40 jours, c'est à peu près 35 millions de dollars. Si on parle, on peut évoquer aussi un autre modèle qui a défrayé un petit peu la chronique en 2020 qui s'appelle GPT-3. C'est un outil qui permet de faire de la génération de texte et qui peut être appliqué qui a une capacité de généricité assez étonnante et qui donc peut être appliqué dans tout un tas de contextes différents. GPT-3, c'est 175 milliards de paramètres internes, c'est-à-dire grosso modo de variables internes qui peuvent évoluer et qui, toutes mis bout à bout, représentent l'architecture du modèle. Donc 175 milliards de paramètres, c'est totalement inédit. Il n'y a pas de chiffres, en tout cas j'en ai pas trouvé, il n'y a pas de chiffres vraiment précis en ce qui concerne le coût, le temps d'entraînement, mais en ce qui concerne les aspects R&D, on estime que la production de ce modèle, en incluant la recherche, les différentes itérations nécessaires pour affiner et arriver au modèle final avec les performances finales, c'est à peu près 12 millions de dollars. Donc on est quand même sur des chiffres très importants et on est sur des modèles-là qui ne peuvent concerner que des organisations et des laboratoires qui disposent de moyens très très importants à la fois en termes matériels et à la fois en termes humains. Ensuite, pour continuer un tout petit peu sur ces aspects quantitatifs, on a estimé, alors, il y a une étude qui date de 2018 qui essaie d'évaluer le temps d'entraînement et les besoins matériels nécessaires pour entraîner donc, ces gros modèles qui sont à la base des avancées les plus significatives de l'IA récemment. On estime que les besoins d'entraînement, de temps d'entraînement, de puissance de calcul doublent entre 3 et 4 mois. Donc on peut faire le parallèle avec une loi célèbre de l'informatique qui est la loi de Moore, qui porte le nom du cofondateur de la société Intel, qui avait, dans les années 60-70, estimé que le nombre de transistors sur les puces doublerait tous les 18 mois. Donc là, on est sur une augmentation, une multiplication par 2 plutôt entre 3 et 4 mois. Donc ça vous donne un ordre d'idée un petit peu de la vitesse, de la rapidité et de l'augmentation un peu exponentielle de la taille de ces modèles qui implique derrière, même si ce n'est pas totalement linéaire, mais qui implique nécessairement aussi une augmentation de la puissance de calcul nécessaire et possiblement aussi une augmentation des temps d'entraînement. Une autre étude de 2019 estime que l'entraînement d'un de ces gros modèles de machine learning, deep learning, donc d'apprentissage automatique, équivaut à peu près, alors c'est toujours des estimations, mais c'est pour donner un ordre d'idée, 300 tonnes d'émissions de CO2. Et 300 tonnes d'émissions de CO2, ça fait 125 vols aller-retour entre New York et Pékin, vol évidemment en avion. Voilà. Donc on peut quand même affirmer qu'il y a forcément un impact et un coût à la création, à la production de ces modèles d'IA. Ce qui est compliqué, c'est que derrière, ces modèles peuvent servir à réaliser des services de manière plus efficiente et donc, in fine, à diminuer, à avoir un impact environnemental positif en fonction de leur utilisation. Donc il y a un aspect dual, comme toute avancée technologique, de manière générale. Il y a un coût de production qui est important, qui a tendance à augmenter, qui n'est, il faut le souligner, quand même pas encore du même ordre que d'autres technologies type minage, crypto-monnaie, etc., dont là le coût environnemental est astronomique. Et d'un autre côté, la création de ces modèles peut aussi permettre in fine de réaliser des économies significatives. Je vais juste rebondir, c'est vrai qu'on présente une vision un peu pessimiste du coût de l'IA, mais j'ai quand même l'impression que globalement, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a le rapport bénéfice-risque qui est plutôt positif, que l'IA promet de belles avancées et apporte de belles avancées qui permettent quand même de réduire l'impact environnemental, le coût carbone, ce genre de choses, malgré la consommation que ça peut apporter, quoi. Donc comme vous étiez déjà en train de l'aborder, est-ce qu'il y a des perspectives pour diminuer l'impact de l'IA sur l'environnement ? Vous en avez déjà cité quelques-unes, mais peut-être y en a-t-il d'autres ? C'est vraiment compliqué cette question parce que il y a d'une part la partie recherche et donc c'est difficile en fait d'estimer le coût
de l'IA actuellement dans certaines productions d'algorithmes à l'état de la recherche. On essaye de les mettre au point, et donc forcément, ils ont peut-être un coût important. Et ces coûts sont effectivement à mettre en regard avec ce que ça va pouvoir faire. On parlait donc de gestion de réseau entre les producteurs et consommateurs d'énergie. C'est vrai que là, il y a des gains qui vont être apportés par les algorithmes d'apprentissage d'IA, il y a une mine énorme. Donc, mettre au point ces algorithmes-là, si ça demande du coût pour l'instant, il y a un bénéfice qui va arriver derrière. Donc ça, c'est très compliqué de faire porter des coûts sur la recherche actuellement, alors qu'en fait, on ne connaît pas les développements qu'il va y avoir. En revanche, certaines sociétés ont déjà mis en place des systèmes d'IA et qui le développent à un niveau très important. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois des recherches et puis des développements très importants, des applications très importantes. Dans un débat, il y a quelques mois, avec quelqu'un qui est à la tête d'une grande, on va dire, entreprise de réseaux sociaux, et il s'occupe au moins de la partie IA d'un très grand réseau social. Il disait qu'effectivement, la partie IA, quand on regarde, c'est très peu. C'est-à-dire que la consommation énergétique dans le monde, elle est ce qu'elle est. La consommation électrique, elle est plus faible. La consommation des ordinateurs est encore plus faible. La consommation des ordinateurs dédiés à l'IA est très faible là-dessus. Et on arrive à peine 1 ou 2% de la consommation électrique mondiale. Mais ce qui est quand même fallacieux, c'est que cette consommation, elle est pour l'instant dans la main de très peu de personnes. Et ce qu'on ne sait pas, c'est comment ça va être fait derrière. C'est-à-dire que votre réseau social qui développe des algorithmes d'IA, par exemple de reconnaissance faciale, etc., eh bien, vous avez peut-être envie d'avoir la même chose, vous, dans votre porte d'entrée à la maison. Et donc, si chacun individu veut avoir sa propre élément de développement personnel de l'IA, son apprentissage avec ses données, etc., ça va être très important. Donc, l'impact de l'IA sur l'environnement risque d'être très important dans l'avenir. Mais on ne sait pas encore quels sont les bénéfices réels. Alors, la question de diminuer l'impact, ça va être surtout en travaillant mieux sur l'IA. C'est-à-dire que si on trouve des algorithmes d'IA qui sont moins consommateurs, la réutilisation des données, quand on parlait des surplus de données aussi, par exemple, il faut en finir avec l'idée que les données sont gratuites, sont stockables à vie. Les données, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Ça a beau être de l'intelligence artificielle, je dis que ce n'est pas intelligent parce qu'on ne sait pas oublier, on ne sait pas stocker autrement qu'en empilant. L'humain est capable de stocker en archivant. Et c'est très important ça. L'archive, ça veut dire que vous avez un moyen d'accès qui va vous permettre de revenir sur des données du passé de façon un peu différenciée. Là, on ne sait pas archiver sur un ordinateur si ce n'est qu'en compressant, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a tout ce qui est mise en relief un peu des données, ça n'existe pas. Les données, elles sont empilées, elles sont ajoutées les unes à côté des autres. Parfois, elles sont compressées pour prendre moins de place, mais ça en reste là. Donc, il y a une mine de recherche, je pense, à faire dessus pour diminuer cet impact de l'IA globalement, à travers la recherche sur les données, sur ce que sont les données et ce que les ordinateurs sont capables de faire des données en termes de, je vous dis, d'archivage au sens archivage comme le font des archivistes, quoi. Une autre, disons une autre possibilité pour diminuer l'impact de l'IA sur l'environnement, c'est un peu la suite de ce que vient de dire Benoît, c'est la manière d'organiser les données aussi. On n'a pas besoin tous d'avoir des données qui sont stockées dans des clouds et que c'était un peu le modèle il y a une quinzaine d'années. C'est qu'on a besoin maintenant des données qui sont là où il faut pour diminuer à la fois les coûts de transport, parce qu'il faut passer via les réseaux pour acheminer ces données qui peuvent être volumineuses s'il y a des images de la vidéo. Mais aussi d'éviter de les traiter de manière qui peut être consommatrice d'énergie. Et donc si on a les données à proximité, ou en tout cas une partie de données, ça permet effectivement d'avoir, de diminuer ces calculs. Et donc on le voit par exemple à travers les questions dans le domaine de la mobilité, autant les premiers travaux connectent les véhicules à des centres de calcul des clouds, autant maintenant il y a des travaux qui s'orientent plus vers des données qui sont stockées à proximité et qui permettent de réduire le coût global du calcul. Donc c'est peut-être même un moyen, je pense que dans ce cas, l'IA peut être même un outil pour diminuer la consommation d'énergie. Et d'ailleurs, il y a une étude, alors j'essaie de la trouver, qui a été
Il y a une étude qui a été réalisée par Microsoft et le cabinet d'audit PwC en 2019 qui démontre que l'intelligence artificielle pourrait, alors c'est une projection mondiale, mondialement contribuer à réduire plus de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc au contraire, l'IA peut être effectivement en optimisant globalement les besoins des utilisateurs et en étant le plus proche possible et en utilisant un ensemble d'outils qui permettent de réduire à la fois le stockage, le calcul, l'acheminement de données. Si on regarde cet ensemble-là, on peut réduire de 4% les émissions de gaz à effet de serre. Et donc un exemple aussi, et d'ailleurs ce sont des projets qui sont développés à Bordeaux INP dans le domaine de la robotique par exemple. On a des projets qui consistent à essayer de remplacer dans le domaine agricole l'utilisation des insecticides pour éliminer les mauvaises herbes par des robots qui permettent de les enlever sans forcément l'utilisation de produits chimiques. Et donc tout ça est basé sur l'IA. En fait, le robot, en utilisant l'intelligence artificielle, peut reconnaître dans un champ les mauvaises herbes du reste. Et donc il arrive à les éliminer sans utilisation de produits chimiques. Donc pour revenir à la question, oui, l'IA peut être... on peut réduire son impact sur l'environnement en optimisant les calculs et en structurant au mieux les données et les réseaux, mais aussi l'IA peut être un outil au service de l'environnement. Ouais, évidemment, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à ces questions-là. Et on commence quand même à voir apparaître un peu des recommandations, des bonnes pratiques pour les personnes qui travaillent à la construction de ces IA. Je pense notamment à une étude, je crois, elle était de 2019, qui montrait que dans la plupart des grandes conférences qui traitaient de l'IA, les chercheurs en fait se concentraient beaucoup plus sur la précision de leur modèle que sur leur efficacité. Et c'est vrai que suivant les applications qui sont envisagées, on n'a pas forcément systématiquement besoin d'avoir une précision à 99,99%, une précision à 90% ou 95% pourrait éventuellement suffire. Donc c'est vrai que ça dépend beaucoup des domaines d'application. En santé par exemple, c'est difficile de se dire mon modèle il est efficace 9 fois sur 10, c'est bon, on peut lancer un traitement. Mais par exemple sur de la reconnaissance faciale pour un réseau social, être efficace à avoir un niveau de précision au millième près, est-ce que vraiment c'est nécessaire? Je suis moins convaincu. Il y a d'autres recommandations qui sortent aussi. Il y a une technique de l'IA qui s'appelle le transfer learning, qui consiste à prendre un modèle préexistant et à l'adapter à une autre question, qui est relativement proche, un petit peu suffisamment différente pour nécessiter un deuxième modèle, mais suffisamment proche pour pouvoir adapter le modèle d'une autre application à celui-ci. Et qui est beaucoup moins coûteuse en fait, parce que le coût de calcul a déjà été porté par le premier modèle et on le réadapte au deuxième. Donc on voit apparaître comme ça des recommandations de bonnes pratiques sur l'IA et le coût que ça peut avoir. Et de plus en plus maintenant aussi on commence à avoir cette idée de vous avez mis en place un modèle d'IA, communiquer aussi sur le coût qu'il a pu représenter à mettre en place. Dire, effectivement, ça a été autant de temps de calcul sur ce type de matériel pour un peu éveiller les consciences sur, oui, effectivement, il y a un coût qui est relativement important et qui est potentiellement à minimiser. Et le deuxième aspect là, c'est plus je pense une conviction que beaucoup d'enseignants-chercheurs ont, c'est l'open data, qui peut avoir un impact fort dans l'IA. C'est vrai que c'est quelque chose qui a développé de plus en plus. Les modèles sont souvent fermés, et les rendre disponibles, accessibles, évite la multiplication de quelque chose qui existe déjà, en fait. Donc ça permet aussi de minimiser un peu cet impact. Parmi les axes, les pistes pour essayer de diminuer l'impact environnemental de l'IA, en complément de ce qui a déjà été discuté, il y a aussi, on peut aussi trouver l'idée de
d'essayer d'utiliser le plus possible des énergies renouvelables. Donc l'IA a besoin d'énergie, hein, évidemment, pour l'entraînement des modèles, pour aussi l'utilisation des modèles une fois qu'ils sont entraînés. Donc la plupart du temps, effectivement, ces opérations se font dans des gros centres de calcul, des gros data centers, qui sont l'incarnation matérielle de ce qu'on appelle le cloud. Parmi les pistes, il y a le fait d'essayer de favoriser, voire pourquoi pas de manière un petit peu réglementaire ou de manière un peu plus indirecte via des incitations fiscales, d'inciter les entreprises à utiliser, à favoriser les data centers qui sont le plus possible basés sur les énergies renouvelables. Après, en complément, il y a effectivement un travail possible sur l'architecture du modèle lui-même, parce que tous les modèles ne nécessitent pas autant de calculs les uns que les autres, sur le type d'infrastructure qu'on va utiliser. La plupart des entraînements de modèles d'intelligence artificielle se font sur des dispositifs spécialisés qu'on appelle des GPU ou des TPU. Donc il y a des travaux en cours pour essayer de concevoir des unités de calcul qui soient les moins gourmandes possibles. Après, comme Joris l'a dit, il y a un travail sur la réduction du nombre d'entraînements en automatisant la recherche de la meilleure architecture possible du modèle ou en réutilisant des modèles qui préexistent plutôt que de vouloir à tout prix réentraîner de zéro son modèle à soi. Donc toutes ces pistes sont des choses qui sont actuellement de plus en plus prises en compte par les laboratoires de recherche et les entreprises qui travaillent autour de l'IA dans On va passer à la dernière question pour conclure cette table ronde et je pense que ce sera une manière peut-être de faire une petite synthèse de tout ce qui a déjà été dit. Comment pourriez-vous caractériser une intelligence artificielle raisonnée ou durable ? Je pense que vous avez déjà donné beaucoup d'éléments de réponse pendant cette table ronde. Peut-être se prêter au jeu de le faire en une phrase, je ne sais pas, pour conclure cet épisode. Moi, je pense qu'il faut peut-être considérer l'intelligence artificielle, l'inclure dans ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, comme l'égalité homme-femme, la mixité, le développement durable, peut-être rajouter ça dans les responsabilités de l'entreprise. Et peut-être que je profite pour dire qu'il faut éviter d'avoir une vision passéiste de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut, comme c'est précisé dans la toute première question, il faut le voir au présent et à l'avenir. C'est un sujet d'avenir, du futur, donc il faut éviter un peu des solutions qui nous ramènent en arrière. Et donc pour avoir une IA raisonnée, durable, il faut éviter d'avoir trop de contraintes, à mon avis, sensibiliser le plus possible la société, les entreprises, pour qu'elles intègrent ça dans leurs responsabilités. Et peut-être rajouter juste des éléments qui permettent un peu de prendre les bons choix, on en a parlé, par exemple dans les projets ou dans les réalisations d'applications, en tenir compte du coût énergétique de l'application mise en œuvre comme élément de choix, ce qu'on ne fait pas actuellement. Comme il a été tout à l'heure, on met l'accent beaucoup plus sur la précision et on prend peu en compte le coût. Il faut peut-être qu'il y ait un équilibre entre les deux et qu'on prenne davantage en compte le coût de l'application, alors le coût au sens large, mais sans forcément que ça soit trop contraignant, parce que sinon ça nous ramène en arrière, alors qu'il faut avoir une vision vraiment d'avenir de l'intelligence artificielle. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Mohamed. C'est vraiment une vision d'avenir. C'est-à-dire que moi, je me méfie beaucoup des analogies qui sont parfois un peu trompeuses. Alors, on compare souvent l'arrivée de l'IA avec, par exemple, le passage des voitures à cheval aux voitures à moteur. Enfin, le moteur. Voilà. Bon, toutes ces analogies-là, elles sont parfois fertiles, parfois un peu stériles. Alors, stérile parce que, par exemple, il a fallu faire un permis de conduire, par exemple, pour les voitures à moteur. Mais c'est pas parce que la voiture est à moteur qu'il faut faire un permis de conduire, c'est parce que tout le monde a une voiture, et donc il faut qu'on se mette ensemble sur des règles.
Donc, je ne pense pas qu'il y ait besoin de permis sur l'IA. Il n'y a pas un permis de données à faire dessus. Peut-être que ça arrivera par l'avenir, mais c'est pas en tout cas une analogie comme ça qui permet de le faire. De même qu'on parle beaucoup d'hiver de l'IA. Il y a eu 2 périodes où l'IA avait des difficultés pour trouver des financements et les chercheurs faisaient un petit peu autre chose à ce moment-là. Est-ce que maintenant on va retomber sur un 3e hiver ou pas? Enfin, tout ça, ce sont des questions qui, à mon avis, sont un petit peu stériles. En revanche, la question de l'IA raisonnée ou durable, ça va passer par la formation. Ça va passer par le fait que les gens qui font des choses sont au courant et comprennent ce qu'ils font. Sinon, effectivement, il n'y aura pas d'adhésion, il n'y aura pas de capacité à l'étendre un peu aux activités d'un peu tout le monde. Et la formation, c'est sur 2 choses. C'est sur ce qu'est l'IA. Donc l'IA fait pour l'instant de la reconnaissance, on en a parlé pas mal avec de l'apprentissage. Donc cet aspect reconnaissance automatique est un aspect qui est technologiquement une avancée énorme. Mais il faut savoir ce que c'est que cette reconnaissance automatique, comment on la fait. Et puis de l'autre côté, il faut bien avoir aussi présent à l'esprit qu'on a notre cerveau qui est en face. L'IA, c'est un complément, c'est de l'intelligence augmentée. C'est une façon de faire une intelligence complémentaire à notre intelligence à nous. Et notre cerveau à nous, il fait sans arrêt des complétions. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui manquent, notre cerveau, il les remplit, ces choses-là. Et donc, les deux mis ensemble, une reconnaissance qui est une reconnaissance basée sur des bonnes données et qui permet donc de faire de la complétion avec le cerveau derrière, ça va bien marcher. En revanche, une complétion hasardeuse du cerveau sur des données qui sont approximatives, ça peut être une catastrophe. Donc ce que va être l'IA, c'est cette bonne complémentarité, cette bonne compréhension de ce qu'on peut avoir entre la capacité de reconnaissance de l'intelligence artificielle et l'usage qu'on en fait nous, qui est de complétion par rapport à notre donnée, notre raisonnement à nous. Et donc, comment ça va nous aider en fait à réfléchir. Pour moi, l'IA, c'est vraiment un outil. Et comme tout outil, en fait, ça reste l'humain qui l'utilise. Après, il faut faire attention à garder l'humain au centre et avoir un peu de bon sens dans l'utilisation qu'on fait de l'IA, quoi. C'est comme ça que prend donc fin notre table ronde sur l'intelligence artificielle à l'ère du développement durable. Merci à tous d'avoir apporté vos réponses et votre expertise sur ce sujet. Et je vous dis à bientôt. Merci. 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 Les conversations de Bordeaux INP sont désormais disponibles sur toutes les plateformes de streaming.